Bonjour ou bonsoir mes chers diasporiennes et diasporiens de partout dans le monde et bienvenue dans The Diaspora Dream. Aujourd'hui, après le générique, nous allons parler de la deuxième partie de notre discipline financière. J'espère que vous avez aimé la première partie. Alors on se revoit directement après le générique dans la deuxième partie. À toutes. Alors, comme je le disais tout tantôt avant le générique, le thème de ce soir, c'est la discipline financière et j'aimerais encore utiliser les exemples que nous avons fait avec le système budgétaire pour pouvoir vous montrer la suite, quoi. Alors, on part directement dans le sujet et pour vous montrer, déjà un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première partie où je vous montrais comment faire un livre budgétaire de manière au software. J'ai oublié un F là, désolé. Donc il y a un F. Mais comment faire un livre budgétaire de manière digitale, c'est-à-dire sur son ordinateur, et qui va nous permettre de connaître, de comprendre nos dépenses et ensuite de voir où nous pourrons améliorer nos dépenses. Alors, si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite déjà à cliquer sur le lien en haut pour pouvoir suivre la première partie car elle est essentielle pour comprendre ce qui va suivre dans ce chapitre. Alors, pour cela, nous avons également étudié les mêmes données, c'est-à-dire les données du site de la Commerzbank en Allemagne. Et dans ces données, on va faire le livre budgétaire d'une famille de 4 personnes, c'est-à-dire un couple, un père, une mère et 2 enfants. Alors, à quoi ressemblent les dépenses selon le site de la Commerzbank pour une famille de 4 personnes? J'ai appelé cette famille Toyota. Les Africains aiment bien la Toyota, donc pourquoi pas. Alors, j'ai catégorisé ou bien dans ce livre budgétaire de cette famille de 4 personnes, la famille Toyota, en dépenses obligatoires. Vous voyez déjà, ça fait 43% de toutes les dépenses mensuelles. Il s'agissait ici, pour ceux qui ont vu la première vidéo, la nourriture, aliments, eau, boissons, maison, loyer, électricité, chauffage. La maison était le groupe santé, hygiène et le groupe entertainment qui était internet, téléphone par mois. Après ce groupe qui est obligatoire, dont tout le monde en a besoin pour pouvoir s'en sortir, alors il n'y a personne qui me dira qu'il n'utilise rien de cela. Il y avait un deuxième groupe que j'ai appelé un groupe optimisable. Optimisable pourquoi? Parce que c'est ici en général que beaucoup de gens font des dépenses inutiles. Ici, il y a aussi des dépenses qu'on exagère un peu, mais ici, c'est généralement où vous gagnez beaucoup d'argent. Parce que vous allez voir des gens qui ont beaucoup de crédits, et c'est généralement sont des crédits de consommation. Ce ne sont pas des crédits qu'ils ont pris pour investir, parce que là, on peut encore comprendre. Il y aura des gens qui dépensent énormément pour le transport sans s'en rendre compte. Ici, 50 euros, là-bas, 60 euros, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des dépenses qu'on a également aussi besoin, mais où on peut encore mieux optimiser. Le troisième point, j'ai appelé luxe et conso, bref, la consommation. Tout ce dont l'être humain n'a pas besoin pour vivre, mais que l'être humain aime bien dépenser pour montrer soit qu'il est grand ou bien qu'il est arrivé, comme on dit en Afrique. Donc, c'était le divertissement. Les divertissements, autant pour moi, les restaurants, les hôtels, les vacances. Donc, quand on calculait, cette famille Toyota dépense 4200 euros en moyenne par mois. Même pas en moyenne, ce sont des dépenses fixes parce que cela est mis dans le software, dans le livre budgétaire où c'est écrit 4200 euros. Alors, on s'est dit pour des raisons de simplification, on va dire que cette famille Toyota a un revenu mensuel de 5200 euros. 2600 euros venant du père, 2600 euros venant de la mère, ça fait au total 5200 euros. Et quand on déduit les 5200 euros de leurs dépenses mensuelles, vous voyez qu'il reste un surplus ou une épargne de 1000 euros. J'appelle ça surplus épargne parce que pour certains, c'est un surplus. Ils trouvent encore des choses à dépenser. Pour d'autres, ils utilisent directement pour l'épargne. Et cela représente 19% de leurs revenus qu'ils sont en train d'épargner. Donc voilà en gros ce que ce livre budgétaire, qui est un software ABF, pas sans F, voilà à quoi ce livre budgétaire va vous donner comme information. Et maintenant, il est question d'améliorer ces informations. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer tout au long de cette vidéo. Alors, n'avancez pas et suivez jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre comment optimiser tout cela et comment encore faire mieux pour être sûr
qu'on garde son argent. Alors, on passe directement à la première étape qui est de comment se discipliner financièrement. Alors, le premier point, une fois qu'on connaît ses dépenses, c'est déjà d'avoir un compte courant pour les dépenses familiales. J'insiste sur ce nom. Avoir un compte courant pour les dépenses familiales. Il ne faut pas dire, il y a un compte courant pour la mère, un compte courant pour le père, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est la famille qui compte après tout. Essayez de faire ça. Et c'est quoi le compte courant pour les dépenses familiales? Alors, ce compte courant va rassembler toutes vos dépenses et les revenus que vous avez dans votre foyer. Toutes les dépenses et revenus. Et le montant qui doit être dans votre compte courant est bien entendu le montant équivalent à vos dépenses. Donc, vous ne pouvez pas dépenser plus que vous ne recevez. Ça, c'est clair. Quelqu'un ne peut pas gagner 5 200 euros par mois et dépenser 10 000 euros par mois. Bon, c'est vrai qu'on peut le faire en faisant des crédits. Mais en général, on part du fait que si la famille Toyota gagne 5 200 euros par mois, ses dépenses ne peuvent pas dépasser 5 200 euros par mois. Donc, tout cela doit être fait dans le compte courant. Et dans ce compte courant, vous aurez à voir vos achats quotidiens, vos factures, vos crédits, vos divertissements. Vous avez des contrats. Je vous conseille également, quand vous signez des contrats, même si vous avez 5 comptes, même si vous avez quoi, mettez toujours le compte courant. Ça vous permet de savoir, même pour vous, quand vous voulez remplir le socle budgétaire, d'aller dans votre, comment on appelle ça, compte hors socle, ça se dit en français comment? Dans votre relevé bancaire, vous avez besoin d'aller dans votre relevé bancaire et vous pouvez voir exactement pourquoi vous avez dépensé cet argent. Le dépannage de la petite, bon, c'est écrit là, vous connaissez, les Africains avaient toujours leur vie de dehors. Donc, ça fait partie du compte courant. Alors, la deuxième étape, c'est d'avoir un compte des imprévus. Ça, c'est très important, le compte des imprévus. Personne ici qui m'écoute ne dirait qu'il n'a jamais eu des imprévus. N'en parlons pas déjà quand on vit en couple, qu'on a des enfants, il y a toujours des imprévus. Alors, c'est quoi le compte des imprévus? Dans le compte des imprévus, comme le nom le dit, c'est pour vos imprévus. Vous devez avoir en général 2 mois de salaire net ou de revenus net. Ça veut dire quoi? Pour la famille Toyota ici, qui gagne 5 200 euros, elle devrait avoir dans un compte des imprévus un montant de 10 400 euros. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant tout, il faut savoir, le compte des imprévus est un deuxième compte courant que vous créez. Ce n'est pas le même compte courant que vous utilisez pour vos activités quotidiennes. C'est-à-dire, vous payez les factures, vous payez la nourriture. Non, non. Vous avez un compte courant séparé. Où vous partez là-bas, vous mettez de l'argent. Si vous voulez, vous mettez même dans une autre banque. On s'en fiche. Mais c'est un compte courant qui est complètement séparé. Ça peut être aussi un compte d'épargne. Même comme les comptes, pour moi, les comptes d'épargne ou un compte courant aujourd'hui, ça ne fait pas la différence. Il n'y a plus d'épargne. Le compte d'épargne, c'est un compte où vous mettez, vous ne gagnez même pas 0,1% d'intérêt. Donc, pour moi, c'est un compte normal. Donc, et c'est quoi les imprévus? Parce que c'est important aussi de définir ce que c'est que les imprévus. Parce que si on ne définit pas, il y a des gens encore qui vont mélanger tout. Les imprévus, c'est quand, par exemple, votre réfrigérateur est en panne. Pour les familles, pour les gens qui sont mariés, qui ont des enfants et tout le reste, vous savez bien que vous avez besoin de congélateur, de réfrigérateur. Vous avez mis de la nourriture à l'intérieur. Du jour au lendemain, vous vous levez, vous voyez que le congélateur ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas jeter toute la nourriture. Vous vous rendez directement au supermarché le plus proche. Vous commandez un ordinateur, on vient vous le livrer le même jour, le lendemain. Et c'est comme ça que vous sauvez votre nourriture. Alors là, vous prenez de l'argent dans le compte des imprévus. Vous ne partez pas acheter ou vendre, c'est parce que ce n'est pas de l'argent dans le compte des imprévus et que votre compte courant est vide, vous allez devoir soit faire des crédits, soit vendre des choses précieuses pour pouvoir résoudre ce problème. Donc, la voiture qui est en panne, c'est encore un autre imprévu. Vous conduisez, après vous allez au garage, vous sortez 2000 euros d'imprévu pour résoudre ce problème. Voilà ce qu'on appelle les imprévus. Par contre, le contrôle technique d'une voiture, pour ceux qui sont en Allemagne ou en Europe, on fait une fois par an le contrôle technique, le service technique et tout le reste. Ce n'est pas des imprévus, ce sont des trucs que vous planifiez à l'avance. Je vous expliquerai encore comment les planifier, mais ce sont des trucs que vous savez déjà qu'au mois de mai en 2022, je vais faire le contrôle technique de la voiture. Donc, ça ne peut pas être une imprévue. L'achat d'une voiture ne peut pas être une imprévue. Donc, tout ce qui est planifiable n'est pas une imprévue. Une imprévue, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas planifié, c'est venu. Donc, voilà ce qu'on appelle imprévu. Ça peut être un deuil d'un proche, c'est aussi une imprévue, mais là, c'est pour ça que vous avez ce compte. OK? Donc, et le dernier compte, c'est le compte des investissements. Ça, c'est le meilleur compte. Ça, c'est le compte à avoir. Et dans ce compte des investissements, il n'y a pas un montant précis.
J'espère que vous aurez aussi beaucoup que vous pourriez investir et épargner, vous mettez dans ce compte. Et il doit être fait mensuellement, quotidiennement, hebdomadairement, en fonction de comment on reçoit son revenu. Le compte d'investissement ne doit pas être un compte courant. Les amis, ça c'est très important. Il ne doit pas être un compte courant. Pourquoi? Je m'explique. Quand c'est un compte courant, on a toujours tendance à aller au supermarché, au guichet, mettre la carte et tirer de l'argent. Je vous conseille de chercher vraiment un compte, on appelle en allemand un compte de dépôt, un compte d'action pour faire les actions. Parce que c'est le thème, on va faire des actions avec. Et dans ce compte, vous pouvez transférer de l'argent, mais vous n'avez pas de carte bancaire comme on le connaît en général. Donc, vous avez besoin toujours d'un compte de référence. Et de ce compte de référence, vous allez toujours transférer de l'argent de votre compte de dépôt dans votre compte courant avant d'avoir cet argent. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez une imprévue, il vous faudra au moins pas au moins, mais disons 24 à 48 heures pour entrer en possession de votre argent cash. Et ça va vous épargner de dire que vous retirez de l'argent pour acheter du luxe ou de la consommation, ou bien parce que vous avez rencontré XY et le compte courant était à découvert, vous dites que bon voilà, ce n'est que 100 euros, je vais retirer du fait ici et après le mois prochain on va voir. Ça va vous éviter cela. On appelle ça de la discipline. Tout l'être humain est toujours là avec les tentations. Nous connaissons ça de l'origine. Donc on ne peut pas dire, il faut éviter ces tentations. Donc mettez cela dans un compte d'épargne et un compte qui n'a pas de carte bancaire qui va vous permettre de tirer ou de faire des virements. Vous ne pouvez que faire des virements de ce compte à votre compte courant avant d'utiliser cet argent. L'argent de ce compte, comme je disais tantôt, c'est pour investir dans les ETF. Si vous voulez investir dans ce que vous voulez, mais pourvu que ce soit après de l'investissement, que ça ne soit pas de la consommation et que ça ne soit pas un argent que vous mettez pour dire ok, ça reste là et c'est fini. Non, parce que l'argent perd sa valeur. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on dit l'argent perd sa valeur, je pourrais encore expliquer dans une prochaine vidéo. Le compte d'investissement est un compte à sens unique. Je m'explique. Ça veut dire quoi? Dans mon compte d'investissement, par exemple, l'argent ne sort que pour l'investissement. Ça ne sort pas pour aller faire quelque chose qui n'est pas l'investissement. Donc, quand ça entre là, ça n'a pas investi. Et après, je prends les retombées de l'investissement. Ça ne sort pas pour faire investir. Après, on dit, oh, demain, j'ai ça. Non, non, non. Vous avez un compte d'imprévu pour cela. Et si maintenant, autre chose qui n'est pas le compte d'imprévu, vous avez un compte courant pour cela. Ça, c'est pour investir. Il ne doit jamais aussi être complètement vide. Car il y a des bonnes opportunités, ça ne cogne pas toujours à la porte, ça dit ok, je suis une bonne opportunité là où on peut investir et j'arriverai dans 2 mois, donc essayer de garder. Non, il y a souvent des opportunités qui viennent, des soldes à la bourse. Je vous expliquerai ce que c'est que des soldes à la bourse. Vous avez des soldes à la bourse et grâce à ces soldes à la bourse, vous avez besoin du cash parce que quand il y a des soldes, on veut acheter parce qu'on achète moins cher. On achète des entreprises qui sont généralement plus coûteuses à des prix très bas. Et il n'est jamais là, comme je disais, pour résoudre ces imprévus. Donc, c'est très important. On fait un récapitulatif. Vous avez besoin, dans un couple, un foyer qui se dit financièrement discipliné, a besoin de 3 comptes. Un compte courant où il y aura toutes les dépenses de la famille. Un compte des imprévus, en général 2 salaires, 2 mois de salaire, qui sera utilisé que pour des imprévus. Et un compte d'investissement où on va épargner. Quand je dis épargner mensuellement, autant pour moi, il y a encore un E, faute d'orthographe, désolé. Quand je dis épargner, ça ne veut pas dire que vous allez seulement mettre de l'argent, vous laisser. Non, vous allez transférer chaque mois de l'argent. Excusez, je vous dis le français, ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est une autre langue, ce n'est pas le français. Donc, vous allez vous transférer de l'argent dans ce compte pour vos investissements. Donc, on part du fait que vous avez votre software, vous connaissez vos dépenses, vous avez amélioré vos dépenses, vous êtes en train de vouloir améliorer vos dépenses. Et maintenant, que faire maintenant quand le compte courant est vide? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, serrez la ceinture. Très simple. Si vous avez tout mangé votre argent, si vous avez dépensé ou vous êtes allé faire un peu des sorties que je dirais, vous êtes en train de vivre au-dessus de votre moyen. Alors vous serrez la ceinture, c'est tout simplement. Et déjà, ce software que vous allez voir que vous avez vu dans la première partie, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller le voir, vous dit à l'avance même, avant même que vous ne touchiez votre salaire à la fin du mois, ce software vous dit déjà, voilà ce que vous pouvez dépenser ce mois. Donc vous savez déjà à l'avance que là, vous êtes limité. Donc pour quelqu'un qui est discipliné, ça ne peut jamais arriver que ce compte courant soit vide. Diminuez vos dépenses.
Disciplinez-vous dans vos finances et soyez moins consommateur et plus des investisseurs quand votre compte courant est vide, avant que vous n'ayez payé toutes vos factures. Que faire quand le compte des imprévus a été utilisé? Naturellement, si un imprévu, je pense qu'on dit un imprévu, non, un imprévu. Quand un imprévu arrive, ce que vous faites, naturellement, vous devez résoudre cet imprévu, vous n'avez pas de choix. Mais l'avantage est que vous n'avez pas besoin de vendre vos investissements pour pouvoir résoudre cet imprévu. C'est ce que je disais encore dans une de mes vidéos. Si vous n'êtes pas discipliné financièrement, vous allez consommer et après vendre vos investissements pour résoudre un problème d'imprévu et vous ne serez en train de rien faire. Vous allez tourner autour du cercle. Donc, si cela est utilisé, vous renoncez tout simplement à vos activités de luxe jusqu'à ce que vous ayez remplacé la somme que vous avez utilisée dans vos imprévus. Si on rentre dans la famille Toyota, si la famille Toyota sur les 10 400 euros a utilisé 2 400 euros, ça veut dire qu'il lui reste à cette famille 8 000 euros. Elle, soit doit renoncer s'ils ont institué les vacances et tout le reste. Ils disent, bon voilà, on laisse un peu les vacances, on complète d'abord les 2400 euros avant de faire les vacances. Si vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à arrêter d'épargner mensuellement pour les investissements et transférer cet argent chaque temps dans le compte des imprévus. C'est important que le compte des imprévus ne soit pas vide. Parce que si le compte d'imprévus est vide, vous allez vous rendre compte que vous allez vendre vos actions, vos ETF à des prix vulgaires pour pouvoir juste résoudre un problème familial. Et ça, c'est du no-go. Ça, c'est à éviter. Voilà où, franchement, les gens qui disent souvent qu'ils parlent mal de la bourse, qui parlent mal de ceci, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu cette discipline financière et ils se sont retrouvés en train de vendre leurs actions à perte parce qu'au moment où l'imprévu était venu, le moment où ils avaient cet imprévu-là, la bourse avait chuté. C'était soit le Brexit, c'était soit la guerre en Ukraine, c'était. Ils se sont mis à vendre cela à perte pour pouvoir résoudre le problème. Alors que si le compte des imprévus était plein, ils n'auront pas dû vendre, ils auront encore attendu 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans et revendre ça en bénéfice. Donc c'est très important. Que faire quand le compte d'investissement est utilisé? Déjà, félicitations, ça veut dire que vous investissez déjà votre argent, vous ne gardez pas votre argent dans le compte. Parce que ça aussi, c'est ce que je revois autour de ma communauté. Beaucoup gardent l'argent dans le compte. Alors, une fois que c'est fait, sachez que vous deviez toujours posséder du cash pour les soldes en bourse. Donc, faites en ce que le cash redevienne encore, emmagasiner encore du cash pour pouvoir éviter que vous ne profitiez pas des soldes en bourse. Continuez d'épargner les mois prochains jusqu'à atteindre un cash considérable. Je parle bien d'un cash considérable parce que je ne veux pas m'attarder ici à dire qu'il faut avoir tel montant X. Moi, en général, de tous mes investissements que j'ai, je ne parle pas seulement des investissements à la bourse, j'essaie toujours d'avoir 5 à 10% du cash avec moi. Parce que ces 5 à 10% du cash avec moi m'aident à en profiter des business un peu attirants. Alors, vous avez sûrement entendu parler de la règle 50-30-20. Sinon, je vous invite à aller sur Google et vous tapez juste la règle 50-30-20. Dans cette règle, on dit toujours dépensez 50% de vos revenus pour vos besoins, 30% de votre budget pour vos envies et réservez 20% de vos revenus pour vos épargnes, en d'autres termes pour vos investissements. Alors, si on rentre sur le cas de la famille Toyota qui avait d'après le livre budgétaire et d'après le site de la commerce, ses dépenses, nous verrons que les 50% des besoins, c'est là. Voilà les besoins essentiels. On n'a pas le choix, il faut bien les dépenser. Ici, ils sont à 43%. C'est déjà pas mal. Les 30% des envies, vous voyez, on a 38,57 et 17,62. Ça fait déjà environ 50%. C'est déjà, il y a beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis optimisable et j'ai mis ça en rouge parce qu'on va quand même l'optimiser plus. Mais c'est là d'où viennent les 30% d'envies. Tout ça pour moi, ce sont les envies. Parce que certaines personnes m'ont dit je n'ai pas besoin de vêtements de luxe, d'autres m'ont dit je veux des vêtements de luxe. Certaines personnes m'ont dit qu'ils n'achètent que des vêtements quand ils n'en ont plus, ainsi de suite. D'autres veulent avoir toujours une penderie pleine. Donc c'est à chacun de voir. Mais sachez que tout ça, ce sont toujours des envies. Ce n'est rien d'autre que des envies. Ça, c'est l'obligation, on est obligé d'avoir, ça, ce sont des envies. Et enfin, les 20% pour les épargnes, la famille Toyota épargne environ 19%, ce n'est pas mal. Vous voyez, c'est un minimum. Ce n'est pas l'idéal parce que beaucoup croient que, ok, quand ils ont ça, ils disent, bon, ça va, j'épargne déjà assez. Non, pour moi, c'est un minimum. Cette famille Toyota fait 20%, mais elle peut faire plus. Si elle optimise ici, les 20%, les 19% pourront devenir 25, 26, voire 30%. Et c'est encore bien. Ça veut dire que vous avez possibilité de prendre votre retraite encore plus tôt. Donc, pour terminer,
J'aimerais vous donner quelques conseils personnels que moi-même j'utilise. Le premier conseil, c'est connaissez vos dépenses. Vraiment, essayez de comprendre vos dépenses et ce software budgétaire, ce livre budgétaire va vous aider. Le deuxième conseil, c'est mensualiser vos dépenses à la mesure du possible. Il y a certaines dépenses qui sont annuelles, ça je le comprends, mais mensualisez vos dépenses car vos revenus sont également mensuels. Le troisième conseil, c'est créer un compte d'épargne pour investir. Pas le compte d'épargne pour garder de l'argent, pour investir, car l'argent perd de sa valeur quand on n'investit pas et non pour garder. Le quatrième point, et c'est le dernier, avoir plusieurs intermédiaires financiers. Je crois que je ferai encore une vidéo sur ce point, parce que c'est très important. En allemand, c'est Finanzvermittler. Ça, j'ai écrit, pas de banquier. Il y a beaucoup de gens, j'entends, ils sont tellement heureux de dire mon banquier m'a dit ceci, mon banquier m'a dit ceci. Mes chers amis, moi, je travaille également dans le monde de la banque. Ces banquiers ne vous vendent que des produits qui ont été développés par les gens de la banque pour faire du business. Ce n'est généralement pas un produit. Donc, quand vous arrivez, ils vous disent donne-moi ton nom, donne-moi ton adresse, donne-moi ton revenu, donne-moi ceci. Ils mettent là, ils font des simulations, ils voient. C'est-à-dire que le software qui a dit que voici le produit qu'on va te donner et voilà ce qu'on va garder. Donc, ce ne sont pas des produits qui passent avec vous. Ayez des intermédiaires financiers. Je peux en conseiller pour ceux qui en ont besoin. Vous pouvez m'écrire sur un inbox ou bien faire un commentaire. Je vais vous en donner. Je travaille depuis 10-15 ans avec beaucoup d'intermédiaires financiers. Même dans les assurances, on a besoin des intermédiaires. Ne travaillez pas avec les assurances directes. Elles vont vous donner des produits où elles gagnent de l'argent, pas les produits qui vous aident. Même si ça vous aide, vous allez payer plus que le marché ne le demande. Donc, c'est très important. Voilà, en gros, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rendre cette vidéo également longue. Voilà, en gros, la deuxième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Si vous avez des questions également sur la première partie en ce qui concerne le livre budgétaire, n'hésitez pas à me les poser. La première fois, on est souvent un peu perdu, mais c'est très facile à comprendre. Et une fois qu'on est entré dedans, ça devient comme un jeu d'enfant. Alors, je vous remercie également de m'avoir suivi. Vous étiez sur The Diaspora Dream. Et moi, c'est votre hôte de Satson. Et je vous retrouverai dans les prochaines éditions. Merci et au revoir.